effectivement, dans les maladies rares, on s'est saisi il y a quelques années de l'arrivée d'une innovation technologique qui nous a complètement séduits. Donc le séquençage haut débit qui faisait parler beaucoup de lui aux États-Unis, qui était considéré comme la révolution technologique pour certains comme la plus importante depuis l'arrivée de la radiologie, et qui effectivement posait pas mal de questions, dont des questions éthiques. Et je pense que les différentes questions qui se sont posées ont beaucoup limité l'arrivée de ces nouvelles technologies en France, alors qu'on avait beaucoup d'évidence pour montrer, en particulier dans les maladies rares, et je parlerai vraiment des maladies rares dans mon topo, pour montrer que c'était d'un intérêt indéniable en termes diagnostiques pour tous ces patients atteints de maladies rares qui étaient en errance diagnostique depuis des années parce qu'on ne savait pas ce qu'ils avaient. Donc l'absence de diagnostic est déjà très, très marquante pour les parents, pour la famille, ne permet pas aux parents, parce que ça touche souvent des enfants mais pas que, d'accéder du coup à des informations, accéder à la notion de est-ce que ça risque de revenir, puisque vous savez qu'il y a des couples qui vont être touchés plusieurs fois par des maladies graves chez des enfants, et ne pouvaient pas avoir d'informations en termes de comment suivre ces patients et comment éventuellement avoir des pistes de traitement, même si on en a relativement peu, voire très peu. Donc cette innovation technologique qui permettait, au lieu de se baser sur les connaissances en fait, que l'on avait, qui pouvaient nous orienter à l'examen clinique vers une cause génétique, permettait du coup de réaliser, de séquencer l'ensemble de nos gènes et trouver donc la cause d'une maladie génétique chez un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, quand on est généticien clinicien et que le but dans notre vie est d'aider justement les patients dans cette quête, ne pouvait être que quelque chose dont on avait envie de s'approprier. Donc il y a eu en 2013 des appels pour des départements hospitaliers universitaires ou des fédérations hospitalières universitaires en province. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a porté un projet qui est orienté vers l'arrivée du séquençage haut débit dans le soin et dans la recherche, et que l'on a monté du coup une équipe en Bourgogne-Franche-Comté pluridisciplinaire qui allait au-delà d'une application uniquement de généticiens, cliniciens et biologistes, mais également d'économistes de la santé, d'éthiciens, de philosophes, de psychologues, pour essayer de disséquer un petit peu tous les freins qui se posaient à nous, mais tout en parallèle, mettant en place ces nouvelles technologies pour essayer d'identifier tous les verrous. Donc cette fédération hospitalière universitaire s'appelle Translad, a donné lieu depuis un tout petit dernier qui est un institut de médecine génomique, parce que effectivement, maintenant, comme l'a un petit peu souligné Dominique sur la non-frontière entre la tumeur et le constitutionnel, c'est important maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec une même technologie commune, que les généticiens des maladies rares, les généticiens du cancer travaillent ensemble, surtout dans des villes de petite taille, pour essayer justement de faire avancer les choses, parce que beaucoup de choses se posent en commun. Alors les choses qui ont dû être, les expériences qui ont dû être, les verrous qui ont dû être levés étaient déjà des verrous cliniques, toujours assez faciles sur une équipe très motivée, mise en place une consultation de médecine génomique, essayer de formaliser des documents d'aide à la prescription, des documents pour les patients, mais qui sont indispensables, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà abordé, l'information est effectivement très compliquée, vous l'avez signalé tout à l'heure, et si jamais on n'a pas d'autres outils, films, documents que les gens peuvent revoir avant, après, ça rend l'information difficile. Des verrous également sur le plan biologique, ça a aussi été évoqué, toute la difficulté d'interprétation des données, et je pense qu'on ne peut faire du séquençage de débit avec grand sérieux que si on est effectivement, comme l'a dit Dominique, ultra prudent, quitte à augmenter significativement le nombre de données de signification inconnue que l'on va trouver, parce que ça peut être effectivement très néfaste d'aller rendre un faux diagnostic et un faux conseil génétique.
Des verrous également sur le point de vue bioinformatique, puisque maintenant il faut en fait des nouveaux métiers dans les équipes de génétique, puisque les données à générer, à faire mouliner sont absolument colossales et nécessitent du coup qu'on ait des centres de calcul qui soient organisés. Donc vous voyez que rien que pour l'aspect pratique, sans tenir compte de l'aspect éthique qui est autour, il y a déjà beaucoup de choses à organiser. Dans des situations du coup qui sont compliquées dans les hôpitaux, puisque ça veut dire qu'on peut devoir remplacer du coup des métiers par d'autres, et que tout ça dans des examens qui ne sont pas à la nomenclature biologique et dont l'hôpital ne va pas forcément en tirer un intérêt. Ce qui veut dire là-dessus qu'il faut vraiment, effectivement, ça a pu s'installer parce que c'était sur un projet global qui de toute façon allait porter ses fruits, même si éventuellement à un moment donné l'hôpital prenait le risque de payer des examens dont il ne verrait pas les bénéfices à un moment donné. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une vraie considération. Il a fallu mettre aussi en place des réunions de concertation entre les cliniciens et les biologistes, et mettre en place un système de cellules éthiques, puisque il y a des questions éthiques qui se posent à nous, qui ne sont pas toujours anticipables. Et du coup, la meilleure façon de réagir dans ce cas-là est d'avoir un circuit déjà organisé où on sait ce qu'on va faire si jamais on a des soucis. Il a fallu également mettre en place une formation continue des professionnels localement, mais il y a eu aussi une grosse demande en France sur effectivement ces projets un petit peu pilotes. Et puis mettre en place aussi des projets de recherche pour essayer d'avancer sur des points qui n'étaient pas résolus. Le premier point qui s'était posé à nous était les questions de coût. Quand on a mis en place ces nouvelles technologies, on a été en première intention presque parfois agressé par des confrères en disant qu'on était complètement inconscient, qu'on coûtait beaucoup trop cher, en sachant qu'un test génétique pangénomique coûte à peu près 1 000 €. Ce qui peut paraître élevé, mais en fait la dépense reliée à des patients qui vont être en errance diagnostique polyhandicapés est largement au-dessus quand on cumule tous les examens qu'on a réalisés. Et du coup, en fait, le fait de le dire n'était pas suffisant, il fallait aussi le démontrer. Donc du coup, il y a un programme médico-économique financé par la DGOS qui est actuellement en cours. Sur le plan éthique, je vous reparlerai aussi juste après d'un projet qui va avoir lieu. Alors, le parcours, du coup, a été rodé au niveau local. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une inéquité parce que les patients de la région Bourgogne ont donc pu avoir, dès 2013, accès au séquençage au débit pangénomique en diagnostic, alors que ce n'était pas possible dans la plupart des hôpitaux. Du coup, on a après mis en place la possibilité de recevoir des prélèvements d'autres endroits en France, où les autres hôpitaux, effectivement, devaient régler le coût du séquençage. Et donc, ça a permis que les généticiens, même s'ils ne pouvaient pas le faire encore chez tous leurs patients, parce que la direction probablement n'aurait pas été d'accord, mais en tout cas a permis d'envoyer les situations où les patients étaient les plus en demande. Après, évidemment, le but va être de sortir de cette inéquité, et le plan France Génomique 2025 devrait s'occuper de ça, puisque dans 1 an, a priori, il devrait être prévu des plateformes qui vont permettre l'accès au séquençage au débit dans les maladies rares et les cancers, normalement pour les situations qui sont en demande. Donc, du coup, il y a eu aussi des mises en place de formations, donc en particulier des bioinformatiques qui était un point important, donc Concorde à Dijon, où il y a à peu près maintenant des personnes de toute la France qui ont été formées. Donc, pour revenir à la question éthique, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la question éthique principale, et ça a été aussi quelque chose sur lequel, en fait, on a été aussi, parfois, potentiellement mis à défaut, qui était de dire, dans ces examens, on va faire des examens pour une raison donnée, mais on va pouvoir aussi voir d'autres choses. Et donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ces examens parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop néfaste. Donc, pour donner un exemple concret, ça peut être une situation
par exemple, d'un enfant qui va avoir une maladie rare et où on va identifier une prédisposition génétique à un trouble du rythme cardiaque. Et donc, dans ce cas-là, ça va effectivement être quelque chose qui peut avoir un impact pour sa santé. Donc là, c'est important de situer une définition, deux définitions. La première qui va être les données donc incidentales, qu'on appelle incidentales, c'est-à-dire qu'en fait, là, dans ce cas-là, on fait l'examen pour le diagnostic qui a été demandé initialement, et on va tomber par hasard au cours de l'analyse sur une variation. Dans ce cas-là, en médecine, pour les données incidentales, il y avait déjà une sorte de règlement tacite qui était que s'il y avait un bénéfice direct clair pour le patient d'avoir la réponse, eh bien, c'était quelque chose qu'on devait rendre. C'est quelque chose qui est ultra bien connu en radiologie, qui n'est pas spécifique à la génétique, et qui était déjà d'ailleurs connu en génétique, mais qui maintenant s'accentue beaucoup. Donc ces données incidentales, elles sont rarissimes. Dans ce cas-là, du coup, l'exemple que je vous ai donné, la prédisposition au trouble du rythme cardiaque, là, il est certain que l'intérêt d'avoir l'information est important, puisque c'est des personnes qui vont être à risque de mort subite et qui, du coup, peuvent faire disparaître leur risque en prenant un traitement journalier simple. Donc, dans ce cas-là, en cas de données incidentales, la réponse sera rendue. Comme je vous le disais, c'est très rare parce que tomber par hasard sur quelque chose que l'on ne recherche pas n'est pas forcément habituel dans la technique que l'on a pour lire les données pangénomiques qui sont limitées aux gènes connus en pathologie humaine en lien avec le phénotype du patient. Après, l'autre définition qui est beaucoup plus importante et plus prenante avec l'arrivée du séquençage au débit, c'est les données secondaires. Et en général, il y a beaucoup de confusion entre ces différents termes. Alors, les données secondaires, on est plus à l'aise pour utiliser ce terme parce que pendant un temps, il y en a eu plein. Mais c'est tout récemment où les recommandations américaines et européennes ont l'air de fusionner dans le sens d'un terme unique, qui sont ces données secondaires. Donc, données secondaires, pour faire la différence avec le diagnostic primaire, c'est quelque chose que l'on ne recherchait pas. Et la proposition, du coup, de la Société américaine de génétique, qui a beaucoup plus d'avance que l'Europe là-dessus, a été de dire qu'on va définir une liste de gènes qui sont dits actionnables et donc pour lesquels il y a une évidence incontestable sur le fait de pouvoir avoir les informations pour être important pour un individu. Donc ces données, maintenant la liste est à 59 gènes. Elle est évolutive, elle est aussi réadaptable suivant les pays. Et donc, Pascal Pujol a à cœur depuis quelques mois de coordonner des groupes pour essayer de faire évoluer en oncologie cette liste. Et ça représente 2% des situations. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus quelque chose qui est très fréquent et qui doit non plus représenter un frein. On ne peut pas dire qu'on va priver tous les patients de l'accès à ces nouvelles technologies parce que dans 2% des cas, il y a des données secondaires qui sont mises en évidence, ce d'autant plus qu'en fait, on va donner le choix aux patients. Donc, quand on va faire un consentement, signer un consentement pour le séquençage, un séquençage au débit, le patient va du coup choisir, cocher, si jamais il veut avoir accès à ces données secondaires. Ce qui est certain, c'est que l'information et comment l'information va être comprise, et évidemment, le point de discussion, ça a été déjà un petit peu discuté tout à l'heure, et c'est vrai que dans des consultations qui sont déjà assez chargées, une consultation de génétique, c'est en moyenne 45 minutes à 1 heure, c'est difficile après d'aller rajouter des informations sur les pathologies les plus fréquemment impliquées, qui sont les prédispositions génétiques aux troubles du rythme, aux maladies cardiaques et au cancer, qui normalement, quand on voit un patient spécifiquement pour ça, est une vraie consultation dédiée qui, à son tour, prend aussi 45 minutes. Donc la proposition qui peut être faite autour de ça, idéalement, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a présenté un projet de recherche aussi pour répondre à cette question, est de dire il faudrait presque qu'il y ait une deuxième consultation
La première pour le diagnostic primaire, la deuxième par un autre professionnel qui pourrait être un conseiller en génétique et qui pourrait du coup expliquer ce que le test pourrait montrer d'autre pour que le patient prenne une décision plus éclairée. Avec la possibilité qu'il y ait un temps de latence pour réfléchir à ça. Ce n'est pas l'urgence, ce n'est pas la cause du test. Et on ne peut pas, évidemment, actuellement, faire un séquençage de débit juste pour ces données secondaires quand on est bien portant. Donc, l'idée, c'est effectivement regarder, du coup, cette information en amont, mais aussi, bien sûr, regarder en aval chez des personnes qui ont eu des résultats de données secondaires et regarder quelles ont été les conséquences pour eux. Est-ce que ça a été pour eux un vrai problème? Est-ce que ça a été pour eux bénéfique? Et donc tout ça, c'est des réponses qui ne sont pas encore résolues. Par contre, il y a eu énormément d'enquêtes de population, donc aux États-Unis, mais également moins en Europe, pour savoir si les personnes souhaitaient avoir accès à ces données secondaires. Et de façon générale, il y a on est à plus de... En gros, quand on se pose des questions aux gens sur les données actionnables, il y a à peu près 97% en moyenne, suivant les études, qui veulent avoir accès à ces données. Avec une vraie question, également sur laquelle on a essayé de travailler avec des associations de patients, parce que les patients confrontés à ces pathologies, prédisposition génétique aux pathologies cardiaques et au cancer, quand ils ont la connaissance de la maladie de par la famille, eh bien, il y en a une proportion qui peut aller jusqu'à 50% qui n'iront jamais faire leur test. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de questionnement par rapport au fait que la population générale veut avoir ces données secondaires, mais que quand ils ont conscience des implications au niveau, avec des exemples concrets, eh bien, ils sont moins enclins à avoir accès à ces tests génétiques. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qui doit être réglée pour ne pas effectivement donner des résultats qui vont avoir des conséquences délétères sur les personnes. Et c'est pour ça que du coup le suivi jusqu'à 1 an va être proposé dans le cadre d'une étude où on proposera justement de les regarder. Donc quand on interroge après, donc sur le plan médical, les recommandations, donc il n'y a actuellement pas de recommandations européennes et pas de recommandations françaises. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on parle de faire des recommandations françaises et à chaque fois on se heurte à des questionnements qui n'arrivent pas à être dépassés sur jusqu'où on doit aller, jusqu'où cette liste doit être figée ou pas. Parce que c'est vrai que il y a certaines situations, celles qui sont dans la liste des 59 gènes sont assez claires sur le fait que ça va être bénéfique d'avoir des résultats pour la santé, mais ça ne veut pas dire que ça n'entraînera pas des soucis psychologiques chez les personnes. Mais après, il y a d'autres situations qui sont plus intermédiaires. Et du coup, c'est difficile du coup de faire des recommandations là-dessus. C'est vrai que c'est assez frappant parce que finalement, quand on lit la littérature sur les points de vue des patients, les points de vue de la société et des médecins, finalement, il y a tout un pan de la littérature qui plaide dans le sens d'un bénéfice pour les personnes. Et il y a aussi un gros contraste avec tout un courant qui insiste sur le fait que ça peut être au contraire un vrai inconvénient que cette technologie permette ça. Et c'est vrai que ça, on ne s'en sort pas, de savoir effectivement les poids et contrepoids de tout ça. Et la bonne façon de procéder est vraisemblablement de se dire le patient décidera, mais après l'argumentaire de se dire est-ce qu'il est en mesure de comprendre toutes les implications est une vraie question. Alors, quand je vous ai dit qu'on avait du coup mis en place une procédure éthique, donc notre premier correspondant va être le comité d'éthique de l'établissement de santé en lien avec le patient, qui effectivement doit dans ces cas-là se former un petit peu à tout ça parce qu'il ne devait pas forcément être
enclin à pouvoir statuer. Et si jamais, du coup, l'établissement de santé ne l'est pas, on a la possibilité de solliciter l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui, lui, s'il n'arrive pas à nous aider non plus, peut solliciter le comité national d'éthique. Alors, on a aussi fait une étude pour regarder un petit peu quel allait être l'impact en termes d'organisation des soins. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, donc comme je vous l'ai dit au départ, les choses ne sont pas encore organisées dans les établissements pour accueillir, pour faire des changements technologiques majeurs, même si effectivement certains établissements s'organisent. Et il était important de voir quel impact en termes de surcroît de temps clinique et biologique ça allait entraîner. Et c'est vrai que du coup, ça veut dire qu'il faut ajouter une consultation pré-test en plus à tous les patients idéalement, rendre des résultats post-test, compter les examens médicaux qui vont être entraînés après, et les examens effectivement paramédicaux qui sont en lien. Donc j'en finirai pour conclure tout ça. Donc cette nouvelle médecine qu'on peut du coup appeler la médecine génomique, il est probablement important de pouvoir effectivement répondre à ces différentes questions, d'évaluer l'impact sur les soins pour que nos directions puissent se préparer un petit peu au changement. Donc avec un retard de déploiement qui est probablement dû à tous les challenges éthiques, financiers, structurels et organisationnels qu'il y a eu autour de ça. Probablement, ça va mener à des nouveaux métiers. On a parlé des bioinformaticiens, mais également des conseillers en génétique spécialisés, parce que c'est vrai qu'on en a parlé en oncologie. Si jamais on veut une information aux patients par l'intermédiaire des généticiens, parce qu'il y a des implications en termes de risque de transmission, c'est vrai qu'il va vraiment falloir beaucoup de renforts. Il y a des questions qui sont non résolues. C'est vrai qu'on a parlé de maladies rares et donc de maladies qui touchent souvent les enfants. Ces pathologies, normalement, l'accès à des tests génétiques, par exemple une recherche de mutation BRCA, comme on a parlé tout à l'heure, ne peut pas être réalisé chez un enfant dans une famille qui est touchée parce qu'il n'y a pas de bénéfice à avoir l'information chez un enfant. Et pourtant, là, l'enfant peut être la personne chez qui va se révéler une donnée secondaire qui pourrait être importante pour d'autres personnes de la famille. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de mise en tension entre nos règles habituelles et ce qui arrive. Et donc effectivement, c'est pour ces raisons qu'il faut résoudre ces questions, et c'est aussi pour ces raisons qu'on a un mal fou à les résoudre. Voilà, je vous remercie.